Cette carte que je tiens dans la main semble être un objet du passé. En réalité, c'est un enjeu de sécurité nationale. Aujourd'hui, nos déplacements sont largement pilotés via la carte de Google Maps. C'est devenu une habitude. Nous ouvrons l'application, suivons l'itinéraire proposé, sans même y penser. Mais cette dépendance a des conséquences très concrètes. On l'a vu en Allemagne. Un simple bug dans l'application a suffi à désorganiser tout le réseau autoroutier. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est fié à la même information au même moment. À partir de là, on comprend que les cartes ne servent plus seulement à se repérer. Elles sont devenues des instruments de puissance, convoités par des États qui veulent imposer leur vision du monde. Comme la Chine, qui inclut Taïwan sur cette carte officielle. Ou Donald Trump, qui rebaptise le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. C'est pour ça que produire ses propres cartes, qu'elles soient en papier ou numériques, est en réalité une question de souveraineté. Et c'est précisément pour cela que l'IGN occupe une place stratégique pour la France. Bonjour à tous. On nous a toujours appris qu'une carte sert à ça. Nous repérer et nous guider d'un point A à un point B. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une infime partie de la réalité. Et c'est précisément pour ça qu'on peut facilement passer à côté du vrai sujet. La question aujourd'hui n'est plus de savoir où suis-je et où vais-je, mais ce qu'on me montre sur cette carte, est-ce vraiment la réalité du terrain? C'est pour cette raison que c'est devenu, je l'ai dit, un enjeu de sécurité nationale. La géographie constitue l'un des domaines pour lesquels le risque de disruption de la puissance publique est le plus patent. Mais comment peut-on faire sauter une puissance publique simplement avec une carte? Eh bien, par le biais de la donnée géographique. Car celui qui contrôle la donnée contrôle en réalité la vision du territoire. Et la vision que l'on a en 2026 de nos territoires se fait en très grande majorité via des applications étrangères comme Google Maps. Et Google Maps, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. On estime que le revenu moyen généré par l'outil, c'est 5 $ par utilisateur. Donc on parle quand même d'un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars par an. Je l'ai dit, c'est devenu incontournable. Mais à quel prix? Eh bien, demandez aux Allemands. Eux, ils s'en souviennent. C'était un jeudi, le 29 mai 2025. Ce jour-là, vers 14 h, les automobilistes allemands circulent comme d'habitude sur le réseau autoroutier. Mais là, une chose étrange apparaît sur leur GPS Google Maps. Des centaines de petits points rouges matérialisant des panneaux sens interdit. Toutes les autoroutes aux abords des grandes villes, comme Berlin, Munich, étaient soi-disant fermées. Ni une ni deux, les automobilistes ont alors suivi les recommandations de l'application pour bifurquer sur le réseau secondaire. Et ça a provoqué de gigantesques embouteillages. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Aucune route n'était fermée. C'était en réalité un bug de Google Maps. Cet exemple nous montre que la vision de notre territoire peut être modifiée parce qu'elle dépend d'un acteur extérieur qui s'interpose entre le réel et notre perception du terrain. Autrement dit, ce n'est plus seulement le terrain qui organise les déplacements, c'est la donnée. Mais gardons bien à l'esprit que cette donnée du géant américain n'est pas un service public. Elle est avant tout basée sur un modèle économique. Car à chaque fois que nous utilisons l'application, nous entrons dans une logique commerciale. Quand vous cliquez sur un commerce présent sur la carte, il faut savoir que le professionnel paie une rétrocession à Google. Autrement dit, la visibilité sur la carte s'achète. Et comme le stipule ce rapport sur la souveraineté géographique, la disponibilité d'une information de qualité ne peut s'envisager sur la seule base des ressources commerciales. Alors pour les plus vieux d'entre nous, on a l'impression de se retrouver avec un modèle comme les pages jaunes, mais version 2.0. En gros, on paye pour être vu. Sauf qu'ici, ça influence notre perception de nos territoires. Et comme cette cartographie est orientée à des fins publicitaires, ça rétroagit sur la nature de la carte qui nous est proposée. Notre vision est donc orientée. Mais il n'y a pas que ça. Observez cette carte. Est-ce que quelque chose vous interpelle? Elle est majoritairement verte.
Si vous faites un zoom, on voit des champs, rien que des champs mis en avant. Pourquoi? Parce que ces espaces en vert, ce sont des campagnes. Et on peut dire que pour Google, ça n'a pas grand intérêt commercial de mettre en avant des campagnes. C'est pour ça que rien n'est valorisé, alors que dans la réalité, il existe bien des commerces et des lieux d'intérêt. Donc la carte n'est plus une simple représentation du réel, c'est une cartographie orientée par la valeur marchande. On vient donc de démontrer trois choses. La carte peut modifier le réel, elle peut dépendre d'un acteur étranger, et elle peut obéir à une logique commerciale. À partir du moment où la carte influence nos déplacements et notre perception du territoire, une autre question apparaît. Est-ce que l'État peut laisser cette donnée stratégique partir à l'étranger si facilement? Eh bien, la Corée du Sud a une position, on peut le dire, assez claire sur le sujet. En effet, depuis 2007, Google tente, tant bien que mal, d'importer les données de la Corée du Sud dans ses outils, et notamment Google Maps. Mais rien n'y fait. Le gouvernement reste inflexible, c'est non. Pour eux, c'est une question de sécurité nationale. Aujourd'hui, Google a bien des cartes de Séoul, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui sont à un niveau de 1/25 millième. Et on peut dire qu'à ce niveau de précision, c'est pas terrible. Si on veut faire un zoom, on ne voit pas grand-chose. Mais Google, lui, veut des cartes à 1/5 millième. Mais pour Séoul, l'exportation de ces données cartographiques vers des serveurs étrangers représente une menace. En effet, ça peut être utilisé à des fins militaires par des puissances étrangères comme Pyongyang par exemple. C'est pour ça que chaque pays doit être souverain sur ses propres données. Et c'est là que l'IGN rentre en jeu. L'IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est lui qui fabrique et garantit toutes nos cartes officielles, comme celle que je vous ai montrée en début d'émission. Son rôle est stratégique, comme le confirme ce rapport du Sénat. L'IGN constitue un outil indispensable pour garantir un exercice de la souveraineté nationale fondée sur des données géolocalisées, indépendantes et maîtrisées. Mais il y a autre chose de très important. Pour préserver notre autonomie, les données géolocalisées qui fondent nos politiques publiques doivent présenter, vous êtes d'accord, des garanties d'indépendance. Donc ça veut dire que sans l'IGN, nous serions totalement dépendants des GAFAM comme Google Maps. Donc maintenant nous sommes à l'abri. Eh bien pas tout à fait. Car son modèle économique met cet organisme en péril. Le Sénat titre que budgétairement et à très court terme, l'IGN va dans le mur. Ce que vous venez de voir à l'instant n'est que la première partie de la vidéo. Si vous voulez voir la suite de l'analyse qui est la plus sensible, merci de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On se retrouve tout de suite.